Mes téléspectateurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à la plus grande des télé Évasion TV et bienvenue dans votre émission Tribune des Stars. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'un des plus grands hommes de la capitale. Ce n'est autre que le PDG de la boîte MLS, le Lunch Bar. C'est le PDG, voilà. Ce n'est autre que Martin Antonio. C'est ça, non? C'est ça même. Ben voilà, Antonio Martin, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ben voilà, comme vous dites que je peux dire tu, donc voilà. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Et voilà, on va commencer. Hein, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir ici comment vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle tous tellement du MLS. Comment vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui? Oh, ben, en arriver là, c'est simplement une question de conviction. Bon, c'est un beau parcours que j'ai eu. Okay. C'est un parcours d'une personne, d'abord... Avant tout, je suis d'origine portugaise. Okay. Et je suis un immigré du Portugal puisque j'ai quitté le pays, j'avais 6 ans, à l'âge de 6 ans avec ma maman. Et j'ai un parcours d'un aventurier, d'un vrai aventurier. Après le Portugal, vous êtes venu en Guinée directement? Non, j'ai d'abord quitté le Portugal. J'en ai fait une première tentative avec ma maman. À l'époque, c'était la dictature aussi dans mon pays. Okay. Il y avait la pauvreté, c'était difficile. Mon papa, qui est décédé maintenant, paix en son âme, lui vivait déjà en France. Il a été chercher du travail en France pour voir ce qu'il pouvait faire. Et nous étions donc séparés, la famille était séparée. Et mon papa nous a envoyé de l'argent pour pouvoir aller le rejoindre. Mais comment le rejoindre? Eh bien, on l'a rejoint à pied, partant du Portugal pour aller en France, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas sortir du Portugal. Bah, ouais. Et donc, on a traversé les Pyrénées, on a traversé une partie du Portugal, on a traversé ensuite toutes les Pyrénées espagnoles pour arriver à la frontière française, pour essayer d'aller rejoindre mon papa. Malheureusement, on s'est fait attraper par la police française la première fois, et on avait déjà marché 3 mois à pied avec ma maman. Moi, j'avais à peu près 7 ans. Et on était donc des réfugiés, des immigrés, on n'avait pas le droit d'arriver en France comme ça. On est reparti au Portugal donc et on est allé en prison. La punition, c'était 6 mois de prison avec ma maman. Et on a fait les 6 mois de prison. Voilà. Et une année plus tard, eh bien, on a refait une autre tentative. Et là, cette fois-ci, ça a marché. On a refait le même parcours. On a remarché encore pendant 3 mois. Et on a eu la chance de trouver des personnes qui nous ont fait passer les frontières, la frontière portugaise-espagnole, espagnole-française. Et là, on s'est retrouvés un peu comme dans un camp de réfugiés en France. Et on travaillait, mon papa travaillait à l'époque pour un industriel qui fabriquait des briques, parce que la France était en train de se reconstruire. Et il y avait beaucoup de réfugiés portugais, espagnols, italiens, yougoslaves. Et on vivait dans une communauté comme ça étrangère, dans un camp, et on fabriquait des briques. On cuisait des briques, les briques rouges pour construire les maisons. Et donc jusqu'à l'âge d'à peu près 9 ans, 10 ans, on est resté dans cette usine fermée et on faisait des briques, on cuisait des briques pour essayer de gagner quelque chose. Et petit à petit, ma maman a fait des petites connaissances comme ça avec des Français et s'est retrouvée femme de ménage dans une maison de Français, une dame française qui nous a pris à cœur et petit à petit elle nous a fait nos papiers. On a eu des cartes de séjour. Et on a réussi à sortir de cette usine et à être libre en France et commencer à vivre d'une vie normale en France. Donc toujours très proche de mes parents. On a réussi petit à petit à faire quelque chose. Mais évidemment, avec l'âge de 9 ans, c'était difficile d'aller à l'école. Et j'ai été pris en charge par une assistante française et qui m'a pris et qui m'a fait faire des études. Mais j'étais déjà un petit peu avancé dans l'âge. C'était très difficile pour moi d'étudier. Malgré ça, j'avais le cœur et l'envie d'étudier parce que je ne savais ni lire ni écrire le français, ni lire ni écrire le portugais. Donc vous n'étiez pas à l'école? Pas du tout. J'ai passé toute ma jeunesse à travailler puisqu'on était cachés. On ne pouvait pas circuler. Et après, quand j'ai pu aller à l'école, ma maman et mon papa ont tout fait pour que vraiment je puisse rattraper un peu le retard. Et cette vie un peu m'a donné la rage de vouloir me battre et de réussir à faire quelque chose. Je me suis retrouvé rapidement bien dans le monde du marché du travail parce que l'école n'était pas facile pour moi.
malgré que j'étais un très bon élève. Mais il fallait toujours travailler, aider mon papa et ma maman parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc j'ai décidé rapidement de partir au travail. Et je me suis retrouvé à Paris à l'âge de 16 ans et demi à la recherche d'un emploi. Et dans cette recherche d'emploi, je me suis retrouvé dans des restaurants à faire le plongeur, le laid cuisinier, celui qui épluche les carottes. Et je me suis retrouvé dans ce milieu de restauration. Et comme petit plongeur, petit commis. Et un jour, un cuisinier est tombé dans la cuisine et le chef de cuisine m'a appelé pour l'aider dans la cuisine. Et quand mon chef de cuisine a vu comment je manipulais les couteaux, comment je travaillais les tomates et les pommes de terre, il m'a dit, toi petit, tu as un don pour la cuisine. Mais bien sûr, moi, je ne le savais pas. Comment vous n'avez pas appris à faire la cuisine? Alors, simplement, pourquoi? Parce que pendant presque 1 année et demie, j'étais le petit commis de tous les cuisiniers et je les regardais et je les observais travailler. Et la curiosité, vous savez, quand on vient de rien, on est curieux de tout. Et la curiosité est une qualité. La curiosité vous apprend à découvrir les choses, vous voulez connaître tout. Et c'est ça qui a fait que quand le chef de cuisine m'a vu manipuler ses couteaux, les tomates, il a dit, petit, tu as la main pour la cuisine. Et rapidement, il m'a dit, écoute, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais faire la plonge. Tu vas rester à mes côtés et je vais faire de toi un grand cuisinier. Et c'est là-bas où vous avez appris Et c'est là-bas où j'ai commencé à apprendre la cuisine. Mais il m'a dit, tu ne peux pas apprendre la cuisine si tu ne sais pas lire et si tu ne sais pas écrire. Donc, il m'a réinscrit à une école où j'étais à l'école, donc je prenais des cours tous les soirs pour apprendre à lire et à écrire, parce que s'il fallait que j'aie en France, il faut des diplômes. Et si je n'avais pas un diplôme qui prouvait que j'étais capable de faire quelque chose, eh bien il m'a fait apprendre et il m'a fait étudier pour aller jusqu'à mon CAP, mon certificat d'aptitude professionnelle. J'ai réussi haut la main mon CAP à l'âge de 20 ans à peu près. Et moi, je voulais plus encore. À l'âge de 22 ans, j'ai commencé à vouloir encore aller plus loin et aller à l'université, enfin prendre des cours par correspondance pour passer mon bac supérieur technique hôtelier. Et en même temps, bien sûr, je travaillais beaucoup. Je faisais des extras dans d'autres restaurants. Je voulais apprendre, j'avais la soif d'apprendre la cuisine. Et un jour, j'ai entendu parler qu'il y avait un petit espace dans Paris à louer. Et j'ai réussi à avoir ce petit espace en location, qui est une petite place dans Paris, dans le 15e arrondissement. Et j'ai commencé à faire mes plats. Et les clients ont commencé à rentrer dans mon restaurant et à apprécier tout ce que je faisais comme cuisine. Et ça a commencé là la clé de mon succès. Je travaillais beaucoup, bien sûr, je ne regardais pas les heures que je faisais, mais j'avais cette conviction déjà et de vouloir faire le mieux possible, faire plaisir à mes clients, parce que vous savez, dans ce monde de restauration, hôtelière, tourisme, c'est d'abord faire plaisir aux gens. Parce que ce sont les clients. Et je me suis aperçu que les clients, je leur plaisais beaucoup, ma sympathie, ma façon d'être naturelle, et surtout, bien faire les plats, ça a commencé à bien fonctionner pour moi. Donc j'ai fait ma première petite affaire là-bas, que j'ai gardée 2 ans, et après, il fallait que je voie encore plus. Et j'ai repris une autre petite affaire un peu plus grande, grâce aux bénéfices que j'avais fait dans la première. Et je me suis lancé dans une deuxième affaire, toujours dans la restauration. Et là, ça a encore été un autre succès pour moi. Et compte tenu de l'ampleur du succès, je ne voulais pas rester à Paris. Cette ambiance anonyme que vivent les Parisiens ne me plaisait pas. Parce que l'éducation que j'ai eue dans ma famille, c'était la famille, les amis. Mon papa recevait beaucoup de gens chez moi. C'est comme l'Afrique. Il y a ce côté social, ce côté d'hospitalité. Très large. Et voilà. Et donc moi, je n'étais pas habitué à ça. Et ce côté anonyme de vivre à Paris ne me convenait pas du tout. Donc j'ai décidé d'aller dans le sud de la France. Et j'ai vu une annonce sur un journal comme quoi il y avait un petit hôtel-restaurant à vendre. Et j'ai dit pourquoi pas, je vais tenter ma chance là-bas. Je me suis mis dans le train, j'ai fait 900 km pour aller dans le sud de la France. Et là, je me suis retrouvé dans la capitale du cinéma, sans le vouloir. Et je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Cannes, et qui est aujourd'hui connue dans le monde entier, bien sûr, puisque c'est là où on fait le festival du cinéma, où on fait le festival de la musique à niveau international. Et j'ai fait ma première petite affaire là-bas. Avec beaucoup de travail, avec beaucoup de courage, à travailler des 18 heures par jour, j'ai réussi à me positionner par rapport aux grands artistes
qui venaient régulièrement à Cannes. Parce qu'on leur disait, écoute, va manger là-bas, il y a un jeune qui a ouvert un restaurant. Et j'ai réussi à me faire une très bonne réputation. Après, j'ai commencé à avoir des guides gastronomiques qui venaient chez moi, me donner des notes. Et c'est grâce à ces guides gastronomiques aussi que j'ai réussi à me faire connaître encore plus. Entre-temps, eh bien, j'ai beaucoup travaillé. Je suis retourné 5 ans plus tard voir mon papa et ma maman, leur montrer que vraiment, j'avais réussi quelque chose. C'était grâce aussi à leur bonne éducation, à leur courage. Ce n'est pas dû au fait de l'argent, c'est dû surtout au fait de l'éducation qu'on vous donne à la base. Parce que l'éducation est la chose la plus importante et c'est ce qui m'a marqué le plus. Parce que je m'aperçois aujourd'hui que grâce à cette éducation que mon papa m'a donné, le respect des anciens, le respect de la famille, le respect des gens, eh bien ça m'a permis d'évoluer en toute sérénité. Parce que de venir du Portugal, aller à Paris, ne pas connaître cette vie parisienne, ensuite me retrouver à Cannes, dans le sud de la France, où c'est une ville internationale où on côtoie tout type de clients étrangers, eh bien on s'aperçoit que c'est ce qu'il faut faire, c'est d'abord respecter ce que l'on fait, respecter les gens, respecter ce qu'on nous a appris à faire. Et ensuite, partant de Cannes, j'avais beaucoup travaillé, j'ai travaillé pendant 10 ans sans m'arrêter. J'ai ouvert un deuxième restaurant entre-temps, à Cannes. À Cannes aussi, ouais. Toujours. Et un jour, une compagnie italienne est venue me voir. Une dame qui s'appelait Anna Cambiaghi, une Italienne qui était championne du monde de rallye automobile, qui adorait venir manger dans mon petit restaurant, qui m'a dit, Antonio, je veux te racheter ton restaurant, parce que maintenant, je ne fais plus de rallye automobile. Je voudrais racheter ton restaurant. Pourquoi pas? Moi, je suis avant tout un créateur, parce que quand on fait la cuisine, eh bien, on crée des plats, on crée des saveurs. Eh bien, on est un peu dans un monde artistique. Et ce que vous avez dans votre tête, eh bien, vous pouvez voyager dans le monde entier. Puisque donner à manger à quelqu'un, vous pouvez donner à manger à un Américain, un Chinois, un Guinéen, un Français. Quand c'est bon, c'est bon. Et j'ai décidé de retourner dans mon pays. Après cette aventure en France, à Cannes, j'ai dit, je vais redécouvrir mon pays parce que je ne le connaissais pas vraiment. Vous avez quitté très petit. Voilà, je l'ai quitté très petit et j'étais fier de moi parce que j'avais réussi déjà quelque chose en France. Je suis retourné voir toute ma famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Et là-bas, il y avait un monsieur français que j'ai rencontré et qui m'a dit, écoutez, j'ai entendu parler de vous, un client qui va chez vous dans votre restaurant à Cannes. Vous voyez, le monde est petit. Et il m'a dit que vraiment, je pense que ce pays, le Portugal, qui est votre pays, vous pourriez faire quelque chose ici. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de rester au Portugal, puisque j'avais l'intention de repartir en France, faire quelque chose encore de plus grand, de plus beau. Mais il m'a montré une affaire au Portugal, à Lisbonne, donc dans la capitale, qui m'a beaucoup plu. Et comme je suis un homme aussi de défi, j'ai dit pourquoi pas faire quelque chose ici. Et j'ai commencé à négocier l'espace que ce monsieur m'a montré. Et là, j'ai fait un très grand restaurant. Et j'ai fait une formule qui n'existait pas au Portugal. J'ai fait 7 restaurants dans un restaurant. Et j'ai décidé de ne plus jamais cacher les cuisiniers. Comme moi-même étant cuisinier, je considère que nous sommes des vrais artistes. Pourquoi cacher des cuisiniers derrière des murs quand on est capable de faire flamber un steak ou de faire flamber des gambas, de couper des oignons rapidement sans se couper les doigts? Eh bien ça, c'est un spectacle qu'on doit aussi donner aux clients. Et j'ai créé un concept, un nouveau concept à Lisbonne et qui a beaucoup marché, qui a beaucoup plu à la clientèle. J'ai décidé de faire l'évasion, c'est créer l'horizon des saveurs. Donc on rentrait dans mon restaurant et on pouvait manger africain, on pouvait manger français, on pouvait manger portugais, on pouvait manger des spécialités, différentes spécialités tous les jours qui changeaient, mais tout ça fait devant le client. C'est ce qui a été la clé aussi de la réussite de ce restaurant. Et puis là, je suis resté 12 ans au Portugal. Et un jour, un monsieur est venu me voir. Et la même chose qu'en France, un peu pareil, la même histoire. Il me dit, écoute mon ami, je te connais très bien. Moi j'ai déjà 50 restaurants à Lisbonne, mais je voudrais aussi acheter ton restaurant. Je lui ai dit, ah, pas de problème, tout est une question de négociation. Et je lui ai vendu aussi ce restaurant. Et comme j'avais beaucoup de monde qui me demandait des conseils, comment ouvrir des affaires, comment ouvrir des restaurants, j'avais monté une petite société de conseils en investissement hôtelier, touristique et restauration. Et un client
m'a demandé de venir en Guinée, donc en 2004, m'a demandé de venir en Guinée pour faire l'étude de marché, pour voir comment on pouvait investir dans ce pays, dans ce domaine, hôtelier, touristique. Et de là, j'ai pris mon avion comme j'étais libre, je n'avais plus de mes entreprises en Europe, et j'ai dit à ma maman, écoute, je vais voyager, je vais aller en Afrique. J'ai un monsieur qui m'a demandé d'aller faire une étude de marché en Guinée-Conakry. Franchement, je ne connaissais pas la Guinée-Conakry. Bien entendu, entre-temps, à Lisbonne, j'avais été envoyé par des entreprises pour donner des conseils pour ouvrir le club méditerranéen à Cap Skirring au Sénégal. Je suis allé en Mauritanie également pour travailler pour le groupe Accor, le Novotel de Nouakchott. Je suis allé également travailler pour une entreprise thaïlandaise où je suis allé à Phuket pour travailler aussi à Phuket, en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Je suis allé également à Kombassa, c'était en Mauritanie, toujours dans mon domaine, mais là j'étais dans un domaine touristique. Donc faire de la formation à des jeunes et m'exprimer dans ce que je sais faire. Donc après, il y a ce côté social qui est avec moi naturellement. J'aime beaucoup former les gens, j'aime beaucoup parler avec eux. Et donc ce côté naturel a fait que partout où je suis allé, j'ai laissé des traces, des souvenirs avec des gens. Et c'est ce qui me plaît quelque part aussi. Et là-bas, vous n'avez pas construit de bar ou restaurant? Non, non, non. J'ai toujours travaillé pour d'autres entreprises. J'apportais des conseils. Et j'ai gardé toujours, par contre, un pied-à-terre à Cannes, dans le sud de la France, où j'ai toujours un petit restaurant qui tourne. J'ai vendu pratiquement toutes mes parts sociales à mes travailleurs. Et le directeur de mon restaurant est devenu le propriétaire, où moi, j'ai un petit pourcentage. Et que si je vais un jour là-bas, eh bien, je n'ai pas à payer mon repas. Au moins, c'est ce qui me fait plaisir. Et je me suis retrouvé donc en Guinée-Conakry en 2005. Et là, en 2005, quand j'ai vu ce pays, j'ai découvert cette culture. J'avais fait pas mal de pays africains. Mais quand j'ai vu ce pays qui était en plein mouvement, puisque c'était à l'époque où Feu Lansana Conté était encore ici, et donc j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup à faire dans ce pays. Et j'ai dit pourquoi pas rester ici. Donc j'ai fait mon rapport à ce client. Le client m'a dit non, je ne peux pas rester dans ce pays, c'est trop compliqué pour moi. Mais quand j'ai vu la gentillesse, l'hospitalité des Guinéens, quand j'ai vu l'accueil, j'ai senti en moi-même que je pouvais faire quelque chose dans ce pays. Mais je ne voulais pas faire n'importe quoi. Et il fallait que je trouve une solution pour m'installer au départ. Ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu que je découvre la culture, je m'adapte à la religion, je comprenne la loi, parce que je pense que ce qui est important dans un pays, si on veut s'adapter et respecter le pays là où nous sommes, et que si vous voulez que les gens aussi vous respectent, il faut respecter trois choses. C'est la culture du pays, là où vous êtes, c'est la religion du pays et la loi du pays. Si vous avez ce respect de ces trois choses-là, eh bien vous n'aurez aucun problème avec personne. Si les gens viennent vous voir et vous essayez de vous tromper, mais si vous restez dans cette philosophie, eh bien vous n'avez pas à avoir peur. Vous savez, ensuite, quand le président Feu Lansana Conté est décédé, Dadis est arrivé. Et là, mes problèmes ont commencé également parce que mon nom est Antonio. Et Dadis parlait beaucoup de la drogue. Donc on considérait, et j'avais commencé donc à négocier cet espace et à construire le MLS que vous voyez ici aujourd'hui. Donc ça fait presque 10 ans maintenant que je suis avec MLS. Et à l'époque, donc du temps de Dadis, on disait qu'Antonio était cubain. Je ne suis pas du tout cubain, je suis d'origine portugaise, et que j'étais le patron des narcotrafiquants. Donc j'arrivais ici le matin, tout le monde faisait ses enquêtes, et on m'a pris plusieurs fois. Et je suis allé au camp Alpha Yaya, j'ai été confronté à plein d'interrogatoires, plein de convocations. Mais malgré tout ça, j'ai réussi à dépasser, parce que je comprenais que le fond n'était pas méchant. C'était un fond d'enquête, c'était un passage obligatoire, de par mon nom, de par ce que j'étais en train de faire, parce que la clientèle ou certaines personnes ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Ils ne comprenaient pas qu'en réalité, c'était un professionnel qui venait s'installer dans le pays et qui voulait faire un vrai concept, parce que moi-même j'étais convaincu que ça allait durer dans le temps. Donc il fallait que je me batte
pour comprendre pourquoi. Parce qu'il faut chercher à comprendre pourquoi on vous veut du mal. Ouais, voilà. On dit Dieu est grand. Dieu est grand. Il vous suit dans tout ce que vous faites. Et quand vous êtes croyant, comme moi aussi je suis très croyant, j'ai confiance en ce que je fais et je me dis Dieu est grand, il va m'aider. Et effectivement, eh bien, j'ai réussi à passer tous ces mauvais passages. Tous ces gens qui m'ont arrêté sont devenus mes amis aujourd'hui parce qu'ils m'ont demandé pardon. On a compris qui tu étais. Et petit à petit, après cet orage de 2-3 ans que j'ai passé ici en Guinée, je sortais de la prison, je revenais à MLS pour continuer à construire. Donc, il faut garder cette conviction. Il ne faut jamais baisser ses bras. Garder cette conviction. J'étais seul dans MLS en train de le construire, avec que des Guinéens. Comme étant d'origine portugaise et toute ma famille étant dans le domaine de la construction, j'ai toujours eu, et mon papa m'a beaucoup appris aussi, j'ai toujours eu ce petit truc pour la construction, pour la décoration. Parce qu'à Cannes aussi, quand j'ai ouvert mon restaurant, j'ai décidé de faire moi-même la décoration de ce restaurant. Et beaucoup de clients me demandaient, mais qui est le décorateur qui a fait votre restaurant? J'ai dit non, c'est moi-même. Parce que quand on aime bien cuisiner, on aime faire une jolie assiette, eh bien on aime aussi que tout ce qui est autour de ça soit joli. Ouais. Voilà, et donc c'est devenu une passion, et je suis passionné par ce que je fais, et je suis imperturbable devant les gens qui me créent des problèmes, parce que je sais que moi je ne suis pas une personne à problème. On va les résoudre, et petit à petit, eh bien on a évolué comme ça. Et après, le général Sekouba Konaté est arrivé. Et il me connaissait très bien aussi, il est venu ici à plusieurs reprises manger, il m'a beaucoup aidé. Donc quand on était rapproché d'un président, eh bien on était un petit peu plus protégé. Ça c'est sûr. Donc ça nous a beaucoup aidé. Entre-temps, le général est parti, le professeur Alpha Condé est arrivé. Et tout a changé une fois de plus, puisque j'avais une clientèle, MLS avait une clientèle à l'époque de ce genre de clients qui tournaient autour du général, et une clientèle guinéenne qui venait régulièrement déjà au MLS. Donc la réputation commençait à se faire. Parce que ce que j'ai voulu faire aussi à MLS, ce qui est très important, c'est de mettre tout le monde sous le même toit. Moi, vous savez, je suis blanc, et en Europe, bon, je suis une personne du monde, puisque je n'ai pas vécu très longtemps dans mon pays, j'ai vécu toujours à l'étranger, donc je me considère plus un représentant du monde. Je n'ai pas de couleur, pas de frontières, pas de barrière dans ma tête. Donc je considère que tout le monde doit s'amuser sous le même toit. Ici, il n'y a pas de problème de politique. Je reçois des députés, je reçois des ministres, je reçois des peuls, je reçois des malinqués, je reçois des sous-sous. Tout ça sous le même toit, sans aucun problème. Tout le monde s'amuse dans le respect, et nous respectons tout le monde. Entre-temps, bien sûr, j'ai recruté mon personnel qui est avec moi aujourd'hui depuis presque 10 ans également. J'ai une quarantaine de personnes qui travaillent pour moi. Et puis ici, je comprends bien, partout où vous êtes passé là, vous n'avez fait que des restaurants et autres. Des restaurants et des hôtels. Pourquoi maintenant ici en Guinée, vous avez décidé d'augmenter une touche? Parce que voilà, le MLS c'est d'abord un restaurant et aussi une boîte de nuit. Voilà, le concept au départ que j'ai créé, MLS s'appelle MLS Lounge Bar. Je n'utilise jamais le mot discothèque dans notre enseigne commerciale. Pourquoi? Parce qu'un lounge bar, c'est un espace où on peut se retrouver après le travail. C'est un espace où on ne peut pas venir forcément manger. On peut venir boire un verre entre amis. Et aussi, il faut qu'il y ait aussi un restaurant. Donc c'est un espace où on se retrouve entre amis, c'est un espace d'ambiance. Et ici, comme les Guinéens adorent s'amuser, et si les Guinéens avaient plus les moyens, je pense qu'aujourd'hui je serais milliardaire. Parce qu'ils viendraient tous les jours du lundi au lundi danser et s'amuser. On est dans un pays qui a connu beaucoup de bouleversements, où le pays recherche son économie, sa stabilité. Je pense qu'on est sur la bonne route, les choses vont bien se passer. Le Guinéen est courageux, il est patient, il est fidèle à son pays. Je pense que grâce à ce courage, grâce à cette fidélité, le pays va s'en sortir. Et moi, je reste toujours avec cette conviction, parce que quand je vois le genre de clients que j'attire ici, comme je vous dis, tout type de clients, tout type de classe sociale. Oui, mais avant, il y avait un moment au début, quand on parlait du Lounge Bar MLS, on voyait souvent que certaines personnalités qui venaient souvent ici au MLS, mais maintenant on voit toutes sortes de personnes
Bien sûr. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça a un peu changé? Ça a changé parce que quand on est un chef d'entreprise, on doit comprendre. D'abord, quand on est un chef d'entreprise, on doit être un leader. Le leader doit observer les mouvements qui se passent autour de lui, les mouvements qui se passent dans le pays, au niveau économique, au niveau configuration de la population. Par exemple, vous aviez un type de client du temps des militaires et aujourd'hui vous avez un autre type de client parce qu'on est avec un président élu démocratiquement. Donc vous avez aujourd'hui des cadres qui sortent, vous n'avez plus trop de militaires qui viennent comme avant. Et aujourd'hui je m'aperçois également que la clientèle qui veut sortir n'a pas trop les moyens. Avant, il fallait fidéliser, il fallait créer une petite barrière pour ne pas mettre n'importe qui dans la boîte de nuit. Et ça a été aussi la stratégie commerciale. Il a fallu que je crée un peu une barrière pour permettre et pour faire comprendre aux clients que si tu viens au MLS, eh bien écoute, c'est pas fait pour tout le monde. Comme vous achetez une grande marque de vêtements, vous achetez, je sais pas, Chanel, ou vous achetez un parfum de Christian Dior, eh bien vous savez que vous allez le payer plus cher. Ça c'est sûr. Et donc j'ai voulu faire un peu la même stratégie pour MLS de façon à le faire durer le plus longtemps possible et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'arrivée maintenant de ce nouveau gouvernement, on s'aperçoit que les choses ont changé. Vous avez beaucoup de cadres qui travaillent dans les banques, vous avez beaucoup de cadres qui travaillent dans les groupes d'assurance, dans les compagnies minières, vous avez beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer. Vous ne pouvez pas créer autant de barrières qu'avant. Donc j'ai décidé de changer ma stratégie, c'est ouvrir les portes du MLS avec une tenue correcte exigée toujours. Parce qu'avant c'était un peu payant. Voilà. Avant c'était payant, mais maintenant voilà. Maintenant on ne paye plus. On vient au MLS librement, bien habillé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fait de ne plus créer cette barrière de règlement à l'entrée, parce que je considère que si vous rentrez dans un lounge bar, pourquoi faire payer l'entrée à une personne? Parce que forcément, normalement, elle doit consommer. Il va consommer, ça c'est sûr. Alors faire payer l'entrée et faire payer une consommation, ça ce n'est pas correct commercialement. Donc j'ai décidé maintenant de faire vraiment, parce que le pays est ouvert, on sent qu'il y a moins de problèmes, parce que quand les militaires étaient là, c'était toujours un peu difficile de gérer. Aujourd'hui, on est plus tranquille et on a ouvert, on a décidé d'ouvrir les portes du MLS à tout public, mais bien sûr avec certaines exigences, tenue correcte exigée pour les garçons, pour les filles. On ne cherche pas à savoir qui est qui. On gère les clients toujours dans le même respect, parce qu'un client est un client, et le client, on lui doit le respect. Et c'est grâce au client que tous mes travailleurs sont payés. C'est la politique de travail que j'applique dans mon entreprise, c'est la formation que je fais à mes travailleurs. J'ai pris mes employés il y a une dizaine d'années, je leur fais la formation permanente. Encore aujourd'hui, on corrige tous les problèmes que l'on rencontre, la rapidité du service, l'accueil aux clients, ne pas manger de chewing-gum devant les clients, ne pas prendre un téléphone, marcher droit, marcher avec élégance. Donc tout ça, c'est le respect. Et si on me demande aujourd'hui pourquoi MLS a ce succès et pourquoi il est encore là aujourd'hui, eh bien c'est grâce à tout ce travail qui est fait en permanence dans le professionnalisme et dans le respect du client et aussi dans le respect des travailleurs. Parce que moi, je peux être un créateur, mais sans mes travailleurs, MLS ne pourrait pas exister. Et mes travailleurs ne pourraient pas exister aussi sans que je sois là. Donc c'est une équipe qui est là, qui gère un ensemble, qui gère un concept qui est là pour donner de l'ambiance, donner du plaisir aux gens. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Et toujours dans cette philosophie de développement, dans le respect du client. Et voilà, je pense que c'est le secret aujourd'hui de la réussite du MLS. Il n'y a pas de problème. Alors, selon vous, dites-nous, quelles sont les 3 meilleures soirées que vous avez pu organiser ici au MLS qui vous a vraiment marqué? Alors là, c'est un peu difficile parce qu'on en a organisé tellement. Ok, moi je préfère une seule soirée, la meilleure soirée qui vous a marqué. Alors la meilleure soirée qu'on a organisée ici, eh bien, c'était un soir où il y avait une soirée avec Sekouba Bambino. Il y avait ce soir-là toute une plaidoirie d'artistes qui sont venus par hasard. Par hasard. J'ai découvert ce soir-là des artistes, des vieux artistes guinéens, parce que je suis un grand mélomane, j'adore la musique guinéenne. Et ici, il y a ce tempo qui est là, qui est inimitable. Et ce soir-là, eh bien, on s'est retrouvé avec toute une grande plaidoirie d'artistes d'une façon naturelle. On est resté là jusqu'à 6 h du matin.
Les Fodé Ballo sont passés, tous ces gens-là sont passés et on a fait une soirée incroyable. Là, c'est une soirée qui m'a vraiment marqué. Et j'espère qu'on va pouvoir voir ces images. Hein. Bien sûr, on a des bonnes vidéos. Ouais. Alors, je crois que les téléspectateurs quand même auront la chance de voir ces images. Alors, dites-nous un peu, déjà vous êtes le propriétaire du Lounge Bar. Oui. Et vous faites déjà des sorties pour aller dans les autres restos ou boîtes de nuit? Oui, bien sûr. Bien Alors, sûr, comment vous trouvez l'évolution de ces boîtes par rapport au MLS? Écoutez, depuis que MLS a ouvert, bien sûr, la concurrence c'est bon. Parce que la concurrence, ça remet en question tout le monde. C'est une compétition. Et sans le vouloir au départ, bien sûr, on pensait qu'MLS voulait faire la concurrence aux autres. Non. MLS, quand il a ouvert, n'était pas en rapport avec une boîte de nuit, puisque c'était un lounge bar à la base. Okay. Ce sont les Guinéens qui se sont mis à danser ici à partir de 0h, et c'est eux qui ont fait la boîte de nuit MLS. Mais mes concurrents, on va dire, mes collègues, puisque ce ne sont pas des concurrents, c'est tous des amis, je les connais tous, ont compris après par la suite qu'Antonio n'était pas venu ici pour leur faire du mal, il était venu ici pour faire sa place. Et petit à petit, eh bien, on s'est connus, on se rencontre, moi je vais voir les uns et les autres dans différents restaurants, dans différentes boîtes de nuit, on se connaît tous. Ce milieu de la nuit, eh bien, ce milieu qui est un milieu de noctambules, c'est un peu paradoxal parce que moi je ne bois pas d'alcool, je ne bois que des jus de fruits. Alors être tenancier d'une boîte de nuit et ne pas boire d'alcool, c'est un peu bizarre. Bah oui. Mais je ne bois pas d'alcool parce que ça n'a pas été dans mes habitudes, ça a été plus dans mes habitudes de travailler, de chercher des vrais concepts, d'être performant dans ce que je fais. Et donc je n'ai pas de concurrent, mais le fait de faire MLS, eh bien, ça a aussi réveillé peut-être certaines personnes en disant « Ah, attention !» Aujourd'hui, là, peut-être qu'il faut que je modifie mon bar, il faut que je modifie mon mobilier. Et ça a remis en question beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'ai des amis à moi qui ont beaucoup de boîtes de nuit ici et qui viennent me voir eux-mêmes pour leur donner des conseils, pour faire le réagencement de leur boîte de nuit. Et je le fais avec plaisir. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, on sait qu'aujourd'hui, que déjà, comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup voyagé. Hein. Alors, dites-nous, quels sont les 3 meilleurs bars de l'Afrique de l'Ouest? Les 3 meilleurs bars de l'Afrique de l'Ouest. Selon vous, bien sûr. Ah, alors là, déjà il y a le MLS, alors on va dire le MLS. Qui va se négliger? Je comprends. Il y a déjà le MLS. Okay. Peut-être, je pense que bon, en Côte d'Ivoire, vous avez quand même des beaux établissements. Au Sénégal, vous avez un bar qui s'appelle... non, en Côte d'Ivoire, sur le plateau, il y a un bar-restaurant, lounge bar qui s'appelle le Nirvana, qui est une très belle maison. Voilà. Au Sénégal, vous avez dernièrement également, bon, vous avez beaucoup de concurrence aujourd'hui sur le Sénégal parce que c'est un pays qui s'est beaucoup développé. Vous avez des beaux lounges et il y a, je ne me souviens plus maintenant de son nom, je le cherche. Il est en bordure de plage juste quand on sort de l'aéroport. Il est très grand également et c'est un très beau lounge bar, je ne me souviens plus du nom maintenant. Je pense que c'est, à mon avis, les 2 meilleurs que j'ai vus dans l'Afrique de l'Ouest, avec le MLS bien sûr. Donc les 3 meilleurs, voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, on sait que le MLS a été nommé en 2015, 2015, oui. 2015, l'une des meilleures boîtes de la capitale. Hein. Oui. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce sont les DJ qui font aussi ce qu'elles sont, hein, les boîtes de nuit. Bien sûr. Dites-nous réellement où vous avez débauché votre DJ. Alors, les DJ, je ne les ai pas débauchés. Ils sont venus me voir personnellement. Et moi, je leur ai donné un petit peu le tempo. Je leur ai dit, voilà, moi, je suis peut-être le propriétaire de MLS. Mais à partir d'1h du matin, je ne contrôle plus MLS. C'est vous qui contrôlez MLS. Parce que les gens viennent ici pour s'amuser, pour danser. J'ai fait des recherches des dernières tendances musicales. Bien sûr, un mix mélangé de musique internationale, mais surtout les musiques aujourd'hui africaines qui sont très à la mode dans le monde. Hein, puisque vous avez aujourd'hui les musiques ghanéennes qui sont extraordinaires, les musiques maliennes qui sont extraordinaires. Vous avez
le coupé décalé ivoirien qui n'est plus maintenant le même coupé décalé, puisque vous avez un coupé décalé qui a complètement changé. Ils ont compris ma philosophie et on a commencé à travailler ensemble, à travailler ensemble et on a créé le Tempo MLS. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent spécialement parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer ce genre de musique. À savoir que MLS reste quand même une clientèle à 85% de la clientèle est guinéenne, donc africaine. Je ne suis pas une boîte de nuit quand même qui attire la majorité de blancs. Parce que notre tendance musicale est une tendance musicale africaine et non pas musique internationale. Ok. Alors si on vous disait aujourd'hui de remettre le meilleur prix au DJ, à qui vous allez remettre ce prix? Parce que déjà vous avez fait le tour de certaines boîtes de Conakry. Hein. Alors à qui vous allez remettre ce prix? Le meilleur DJ? Écoutez, moi je pense que j'ai un élément ici qui s'appelle DJ Torres. Oui, on sait. Que vous connaissez? Oui, oui. Je pense qu'il a toutes les qualités, vraiment toutes les qualités aujourd'hui pour être un des meilleurs DJ de la capitale. Okay. Connaissant les autres qui sont aussi très bons, mais qui ne sont pas aussi artistes et aussi fous que notre DJ que nous avons ici. Notre DJ que nous avons ici, il vit sa soirée, il ne fait pas que des recherches, mais il anime en même temps, il parle au micro, il rentre dans le public et vraiment il met le feu à la piste. Je pense que le DJ que nous avons fait partie des meilleurs. Il n'y a pas de problème. Alors, Aimable téléspectateurs, vous avez compris, on est là aujourd'hui avec Antonio Martin, voilà, c'est le PDG du Lounge Bar, le MLS. Et voilà, en quelque sorte, moi, je vais essayer de parler un peu maintenant en mode, on va rentrer un peu dans la vie, hein, la vie privée, mais bon, pas trop. Vous allez un peu nous parler, on sait que, je vois une bague, vous êtes marié, hein? Oui, bien sûr. Alors, comment vous faites pour gérer votre couple, votre famille et le travail? Ben, écoutez, d'abord, ma femme m'a connu dans ça. Il faut déjà que je trouve une femme intelligente pour qu'elle comprenne, et elle m'a très bien compris, elle sait que ça c'est mon métier. Et c'est pas parce qu'on est dans le milieu de la boîte de nuit que forcément on boit, ou que forcément on sort avec les filles, ou que forcément après notre travail on va aller encore dans les autres boîtes de nuit. Non, c'est un métier, c'est un vrai métier où il faut être discipliné, où il faut être très commercial avec tout le monde. Donc je pense qu'elle a bien compris ça. Ça fait 5 ans que je me suis marié. Je me suis marié avec une Guinéenne, je ne me suis jamais marié avant. Donc ma vie ne m'a pas permis, compte tenu de tous mes voyages, je n'ai pas réussi peut-être à avoir le temps. Peut-être qu'on n'a pas voulu que je me marie avant. Et je trouvais ici la femme avec qui je me suis marié, avec qui je m'entends très bien. Et elle m'aide beaucoup, elle participe à mon développement commercial, elle est aussi dans les affaires. Et je pense que il faut être intelligent et tomber dans une bonne famille qui doit comprendre que son mari, c'est son métier. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Martin, on est à la fin de cette émission, hein, voilà. Et moi, quand même, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir. Il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, Aimable téléspectateurs, vous avez compris, nous étions aujourd'hui au Lounge Bar du PDG Martin Antonio. Voilà, et moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Bisous à vous.